Ce nouvel épisode de Coalition, je suis très heureuse de recevoir Karine Havas. Karine a été internationale de volley. Elle a évolué au plus haut niveau pendant plus de 15 ans. Elle a été capitaine de l'équipe de France et a joué au poste stratégique de passeuse. À l'issue de sa carrière sportive, elle s'est lancée dans une carrière en entreprise tout aussi fulgurante, atteignant les plus hauts postes à responsabilité. Elle est aujourd'hui présidente de Bureau Veritas France et a des fonctions au niveau du groupe. Avec elle, on va explorer les passerelles entre sport de haut niveau et carrière professionnelle en entreprise. On va aussi essayer de comprendre pourquoi elle a mis très longtemps à faire la connexion entre son parcours sportif et son parcours en entreprise. Bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour Sophie. Merci de me rejoindre dans cet épisode du podcast Coalition. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Tu as une particularité, c'est que tu as mené en assez peu de temps 2 carrières exceptionnelles. La première sur le terrain, sur les terrains de volley, je précise, en étant plusieurs fois championne de France en club, en étant sélectionnée 101 fois en équipe de France, si je ne me trompe pas, en étant capitaine de l'équipe de France. Et puis la deuxième trajectoire fulgurante, c'est ta trajectoire de manager, où tu es très rapidement montée au plus haut des échelons et tu es aujourd'hui présidente de Bureau Veritas France. Et puis SVP finance, affaires publiques et communication pour le groupe, ce qui est tout à fait exceptionnel. Tu as accepté ce podcast et je t'en remercie beaucoup parce que ça y est, tu as décidé de faire le joint entre ta carrière sportive et enfin plutôt publiquement et ton parcours en entreprise. Et c'est vrai que quand on cherche tes interviews sur Google, on trouve beaucoup d'interviews en tant que directrice financière ultra performante et t'expliques des choses incroyables sur les transformations des entreprises. On trouve moins les inspirations volées. Oui, Qu'est-ce qui t'a amené maintenant à raccrocher tous les wagons publiquement? alors c'est une très très bonne question je me la suis posée à moi-même pour être tout à fait précise il y a très peu de temps. Pourquoi? Parce que finalement ma fille fait aussi du sport de haut niveau et du volley en l'occurrence. Et je me suis replongée dans l'environnement sportif. Et la vraie question, elle est de savoir pourquoi est-ce que à un moment j'ai effectivement séparé les deux carrières alors qu'elles peuvent se nourrir l'une l'autre. Tout simplement parce que la réponse, elle est brute, elle est pas très agréable en réalité, mais c'est aussi un des travers de la culture française, la culture élitiste française. En fait, quand je vais commencer ma deuxième carrière, tu l'as précisé, dans le monde donc entrepreneurial, dans le monde de l'entreprise, dans un monde qui était totalement différent à celui du sport. J'ai vite perçu que c'était pas un avantage de rentrer dans le monde du travail en se positionnant comme sportif de haut niveau, puisque là je venais de quitter ma carrière professionnelle. Alors il faut se remettre un petit peu dans le contexte, hein. Moi je vais bientôt 50 ans, donc je vous parle de ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je pense que on était encore dans ces schémas très élitistes où pour réussir une carrière professionnelle dans le monde de l'entreprise, il fallait sortir des plus grandes écoles, il fallait avoir un parcours un petit peu académique, en tout cas très plutôt traditionnel, pour être un bon leader, etc. Donc rapidement, moi j'ai compris que on ne pouvait pas être et avoir été, en tout cas pas dans le dans l'univers dans lequel j'entrais. Et donc j'ai séparé les deux et j'ai dit ok, voilà, ce que tu as fait, c'est bien dans le monde du sport. On pourra en revenir dessus un peu plus tard. Ceci étant, ça va pas t'apporter tout dans le nouveau monde dans lequel tu entres. Donc, tu fermes le livre, tu le poses à côté et pas trop sur le livre de chevet, quoi. Plutôt, tu le poses dans la bibliothèque. Et puis, tu pars d'une page blanche et on y va. On se retrousse les manches et on commence tout en bas de l'échelle. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai eu des réflexions au tout début de ma carrière, qui était mon premier entretien individuel d'évaluation. J'en parle maintenant parce que d'abord c'était mon manager de l'époque était une personne que j'adorais, donc j'ai beaucoup de respect pour elle. Et c'était un homme d'ailleurs qui m'avait dit écoute, quand je t'ai vu arriver dans mon équipe,
je me suis dit bon, grande blonde sportive, ça va être compliqué. Et finalement, je me suis rendu compte que tu étais plutôt intelligente. Voilà, ça c'est textuellement la phrase que j'ai eue. Donc, tu Dur. comprendras bien que voilà, ça m'a, Mmh. Mmh. voilà, ça m'a servi de leçon, on va dire, et je me suis dit: «OK, donc on part d'une page blanche». Et maintenant, tu l'as dit, j'ai pratiquement 20 ans, d'expérience dans le monde entrepreneurial. J'ai assis ma crédibilité, donc j'ai monté, les échelons, même si, j'aime pas trop ces expressions, mais c'est encore comme ça, qu'on parle, d'une ascension. En tout cas, j'ai grandi, dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique, et je pense que maintenant, on n'est plus, capable de remettre en question ma légitimité dans le monde de l'entreprise. Donc c'est Mmh. pour ça que c'est le moment pour moi, je pense, de pouvoir reparler de nouveau de ma première carrière sportive et du sport, et de faire le bridge, et voilà, d'essayer de créer ce lien entre le sport et l'entreprise. C'est le moment. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'interviews de moi, parce que il y a même beaucoup de collaborateurs qui, pendant plus de 10-15 ans, ne savaient pas que j'avais eu une première carrière professionnelle de sportif de haut niveau. C'est donc très impressionnant parce que ça, il y a le côté, public et ce que tu dis pas. Après, tu n'es qu'une seule et même personne, donc nécessairement, hem, même si tu es repartie d'une page blanche, je dirais que tu partais pas de zéro. Non. Enfin, tu as quand même appris des choses en 19 ans de carrière professionnelle, c'est ça? Enfin, ou En fait, j'ai un quasiment, qu de qu'un haut en fait, niveau à en peu tout près, cas. c'est, moitié-moitié. Très honnêtement, je suis à une partie de ma vie où c'est, moitié, dans le monde professionnel du sport et moitié dans le monde économique privé. Effectivement, c'est à peu près moitié-moitié. Peu près 50-50 et donc j'imagine quand même qu'il y a des choses que tu as apprises, dans ta première carrière qui t'ont été utiles pour la suite Mais et complètement. et notamment cette capacité je veux dire à apprendre vite, à comprendre, je veux dire les sportifs de haut niveau, c'est certes physique, mais c'est tout aussi, intellectuel et on l'oublie souvent en fait Exact. et je crois que c'est une capacité d'apprentissage Mmh. très, très, très importante, heu Complète et en particulier dans les sports co peut-être, je sais pas ou peut-être pas Oui, en particulier dans les sports co, mais tu as c'est raison. différent. C'est différent, et je pense que, chaque, sport et chaque sportif de haut niveau développe des compétences, qui sont propres aussi à son sport. Et donc moi, pour le volley, il est évident que, même si j'ai fermé ce fameux livre et que je l'ai mis, dans la bibliothèque, moi je savais, que je partais avec des outils, de leadership notamment, de connaissance du pouvoir de l'intelligence collective, de la gestion d'une stratégie, ouais, enfin tous ces éléments qu'on intègre dans le sport. Moi, je savais que j'avais ces avantages-là par rapport à d'autres qui n'avaient pas ces clés-là, par rapport à mes collègues qui avaient beaucoup plus d'expérience technique, mais qui en revanche, voilà, n'avaient pas cette expérience de leadership, de gestion d'équipe, de management, d'intégration des différentes contraintes, des différents environnements, et notamment quand c'est complexe, de gestion du stress. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que moi, je suis arrivée donc complètement novice. Donc, et tu as raison, techniquement, je savais que je savais pas grand-chose, même si j'avais quand même un bac+5 en corporate finance, Mmh, donc je passais pas de quand rien. même. Voilà, j'avais quand même un bon background, académique, là-dessus, il y a aucun doute. En revanche, c'est vrai que j'avais pas mis en pratique, ces concepts intellectuels et académiques. Et là où je te rejoins, c'est que très clairement, alors déjà dans le sport, une carrière sportive est assez éphémère, hein, elle est relativement courte, et on intègre très vite dans le sport, en tant que sportif de niveau, qu'il faut apprendre tous les jours, et qu'il faut pas cesser d'apprendre, parce que si on veut progresser, parce que ça va durer 10-15 ans, maximum. Et donc en fait, il y a cette éducation, cet apprentissage continu. D'ailleurs, que je suis toujours en train de le faire. J'ai toujours ce réflexe d'apprentissage continu, peu importe la position que j'aime aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça, c'est une puissance, pour évoluer justement, rapidement, parce que tu te reposes pas sur un diplôme, sur une connaissance académique juste. Tu sais que, de toute façon, tu vas devoir travailler, apprendre, t'entraîner, et puis que l'échec fait partie du jeu.
et tu vas essayer, rater, réapprendre et ça, t'as pas peur en fait. Et donc du coup, tu es beaucoup plus performant. Donc ça m'a aidé tout de suite et il est vrai que j'ai rapidement pris des équipes, même si au début c'était compliqué, on a vite compris, même sans savoir que j'avais fait du sport de haut niveau, que j'avais ces OK. capacités de leader des équipes. Donc moi, effectivement, pour revenir au sport et notamment à mon sport, moi j'ai été capitaine de pratiquement toutes mes équipes. En Voilà. plus. En plus, c'est voilà, j'avais j'avais cette, comment dire? Cette capacité, de pouvoir, m'intégrer dans un environnement et de gérer les autres en plus que de me gérer moi-même. Parce que c'est un petit peu ça aussi être capitaine. C'est écouter les besoins de chacun et puis les traduire, et créer un environnement qui soit propice et favorable au succès. C'est ça en fait un petit peu être capitaine et donc c'est vrai que ça se traduit, ça se translate très facilement dans le monde de l'entreprise, hein, honnêtement. Oui, mais ça veut dire que que en tant que sportif, tu sais théoriser tout ça d'une certaine façon pour l'emmener avec toi et le remettre en application dans un environnement qui est complètement différent. Hem et donc ça, c'est hyper impressionnant et en plus des trajectoires comme la tienne, il n'y en a pas beaucoup, voire, pas Oui, du je tout. sais, mais pourtant je Donc pense que c'est non, mais du coup, tu vois, d'une certaine façon, tu ouvres la voie. Hem et là, ta prise de parole, maintenant, elle est hyper importante pour justement, heu, montrer ouais, toute cette valeur qui est créée par un parcours sportif, d'excellence, de très haut niveau et la façon dont ensuite ça peut se poursuivre. Moi, je voudrais qu'on revienne sur ton poste, au volley parce que, je me suis un peu documentée. Avant, c'est pas le sport que je connais le mieux et pourtant il est super impressionnant et magnifique, mais tu étais passeuse, oui, sur le terrain et si j'ai bien compris, tu as un poste assez incroyable parce que tu es là pour passer, pour faire briller les autres, faire en sorte que, les autres marquent les points. Ça ça veut dire un sens du collectif. Toi, tu passes, donc tu marques pas. exactement. Mais en même temps, tu es la chef d'orchestre un peu de l'équipe. Et du coup, ça, pour le coup, je vois que ça doit encore plus se translater dans l'entreprise. Ouais, alors tu as entièrement raison. Le rôle de capitaine est important, mais ça, c'est dans tous les sports parce qu'il y a voilà, il faut gérer un environnement, mais le rôle de passeuse dans le volley-ball, donc tu l'as bien dit, en fait, le volley-ball déjà, c'est un sport de correction de trajectoire. C'est-à-dire que tu reçois une balle, qui est pas parfaite ou rarement parfaite, tu dois la corriger pour la bonifier, la rendre encore plus belle pour que l'attaquant puisse marquer le point. Je synthétise, mais c'est vraiment un sport C'est finalement de intéressant. très collectif, un des plus collectifs, je pense, qui existe. Et aussi le rôle de passeuse en tant que tel, c'est, une capacité d'abnégation. C'est-à-dire que il faut que quel que soit ce qui t'arrive dans les mains, tu arrives à le transformer, à jouer sur le point le plus fort, de l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut non seulement choisir ta meilleure joueuse au meilleur moment, mais face au point le plus faible de l'adversaire. Donc c'est D'accord, systématiquement, en fait, c'est très stratège comme position et comme job. C'est-à-dire que tu reçois une balle et il faut que déjà tu aies eu dans la tête différents plans stratégiques pour, suivant la trajectoire de la balle qui t'arrive, que tu puisses vraiment te dire, alors, celle-là, je vais pouvoir la mettre cette joueuse-là, je vais pouvoir la mettre dans des conditions optimum face à une joueuse en face qui est plus faible. Et donc là, on a 90%, c'est des stats presque. C'est des stats, mais qui intègrent des données émotionnelles aussi, puisque moi, je dois être capable en tant que passeuse de juger si, par exemple, si c'est à balle de 7, balle de match. Moi, je sais que j'ai des joueuses qui seront moins performantes parce que trop de pression sur cette balle-là et qui auront peut-être une chance sur deux de faire la faute, alors que j'ai une joueuse qui, par définition, est peut-être moins impressionnante, mais qui, elle, va gérer la pression sur les balles de match et qui aura peut-être finalement 75% de chances de réussite. C'est ça, en fait, la passe. Et donc, et c'est d'accord, ça qui est passionnant et c'est pour ça que j'ai tout de suite adoré ce incroyable. poste-là. Parce que ça correspondait aussi à ma personnalité. Moi, j'adore avoir d'ailleurs, on m'appelle madame, plan A et madame plan B.
c'est dans mon boulot. Donc, je pense que c'est effectivement complètement transposé. C'est que j'ai toujours un plan A, un plan B et un plan C. Et dans le rôle de passeuse, c'est ça. C'est qu'il faut faire briller l'autre, s'oublier soi-même et pour que le collectif gagne. Et finalement, le rôle de leader et de manager en entreprise, c'est un vrai bon leader, c'est celui-ci. C'est celui qui est capable vraiment d'emmener une équipe vers la victoire en jouant sur ses points forts. Et non pas comme c'est parfois les travers en entreprise de faire des feedbacks toujours sur ce qui est pas bon et ce qu'il faut améliorer. Oui, c'est bien de travailler sur le long terme et sur ce qu'on doit améliorer, bien évidemment, mais c'est pas comme ça qu'on gagne. On gagne, on transforme, on va vers la réussite quand on sait mettre en lumière et quand on sait faire s'épanouir les points forts de chacun et que tous les points forts de chacun sont capables de jouer ensemble pour faire gagner l'équipe. Et ça, je pense que c'est effectivement ce rôle de passeuse, c'est vraiment ça. Peu importe, tu aimes, t'aimes pas la joueuse, c'est pas le problème. Parce qu'on sait aussi que dans un sport collectif, on n'est pas tous toutes les meilleures amies du monde et c'est pas l'objet. Mais peu C'est pas importe si l'objet. c'est ta meilleure amie, pas meilleure amie, ce qu'il faut, c'est que tu aies la lucidité et l'intelligence collective de se dire, bah voilà, cette balle-là, c'est forcément pour elle parce que si je fais cette combinaison-là, on va gagner toutes ensemble et on sera toutes contentes et on va toutes s'aimer parce qu'on aura réussi. Oui, Et donc, dans l'entreprise, ça, c'est c'est vrai. très important et je pense que tu as raison. Un de mes gros points forts et c'est pour ça que ma trajectoire elle a été assez rapide en réalité, c'est parce que je pense que j'ai réussi, de façon totalement agnostique en fait. J'étais très naïve finalement quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise. Je me suis même pas posé la question, c'est quoi la culture de l'entreprise, le leadership et cetera. Moi j'avais un ADN de leader que j'avais développé pendant plus de 15 ans Mmh. qui fonctionnait dans le milieu dans lequel j'étais et je me suis pas posé de questions, je l'ai transposé directement dans l'entreprise. Tout n'est pas bon, tout ne Oui, fonctionne pas. Mais oui, mais oui, mais ça ne t'inquiète pas. Et comme tu le dis, tu as des plans B, tu as des plans C, donc et tout ne fonctionne, enfin, ça n'arrive jamais que tout fonctionne parfaitement. Enfin, ça arrive rarement en tout cas. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ton leadership, c'est pas un leadership de posture. C'est un leadership qui est très humain. C'est un leadership qui consiste à faire briller tout le monde ensemble, en fait. Et ouais, euh, ça veut dire que de ce que je perçois, tu sais que pour constituer une équipe, ben, il faut prendre des gens meilleurs que soi, euh, et puis réussir à les faire converger vers des objectifs exactement. communs. Et quand tu constitues les équipes autour de toi, enfin, je sais que tu as beaucoup parlé du capital humain en disant que Mmh. c'était vraiment la clé. Ouais. J'imagine que c'est cette logique que tu as en fait. Tu as entièrement raison. En fait, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on m'a toujours donné beaucoup de plans de transformation, hein, quels qu'ils soient, que ce soit dans toutes mes entreprises, j'ai beaucoup l'idée de J'allais y venir transformation. après, mais oui, vas-y, Parce parfait. que en l'occurrence, ces plans, ces projets assez complexes, je suis pas du tout à la base une experte dans tout, loin de là. En revanche, la capacité et je pense, cette compétence, que j'ai développée, grâce au sport, c'est effectivement celle-ci, c'est de comprendre que, en fait, il faut que des gens meilleurs ou les meilleurs autour de toi, pour pouvoir gagner et ça, moi, c'est vrai que dès que j'arrive dans un projet ou dans une équipe, je ma première chose mais vraiment la toute première chose que je fais, c'est, identifier mon objectif. Donc qu'est-ce que je dois atteindre? Donc en transformation souvent, mais qu'est-ce que je dois, faire améliorer? C'est quoi ma feuille de route? Ensuite, c'est, quelles sont mes forces en présence? Quelles sont les personnes qui sont à disposition autour de moi ou dans mes équipes? Pour atteindre ces objectifs-là et je fais tout simplement un mapping quelque part dans ma tête et soit il y a des compétences que je peux upskiller et donc à ce moment-là, bah, voilà, je joue sur les points forts des gens qui sont là et puis, je développe les autres ou alors, bah, je vais recruter à l'extérieur les meilleurs, parce que j'ai besoin de ces compétences-là et que si on veut tous gagner, on est obligé d'aller les pourvoir, que ce soit et ça, c'est très important et ça demande du courage. Et du courage et parfois voilà des actions, managériales,
qui sont pas les plus agréables. Voilà, je suis obligée parfois de replacer d'autres personnes, à d'autres endroits parce que ça correspond pas, ça ne va pas marcher, en tout cas pour pouvoir, aller chercher l'objectif et le succès collectif. Donc ça, c'est quelque chose que parfois beaucoup de gens ont du mal à faire et j'avoue que c'est pas le côté le plus sympa, mais ça existe et je pense que c'est important de le dire aussi. Si on veut vraiment atteindre un objectif, le capital humain, c'est très important. Mais on ne peut pas, en fait, rendre tout le monde heureux, si on joue pas tous dans le même sens et qu'on n'est pas sûr qu'on a tous, les compétences pour y arriver. Donc ça, j'en parle très peu, mais c'est aussi un facteur important, le courage managérial, de pouvoir dire aux gens: «Écoute, voilà, là, c'était bien, mais là, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut une nouvelle compétence et on va l'acquérir et voilà. Soit on va l'acquérir ensemble et les gens, voilà, il y a des qui sont beaucoup plus disposés à le faire. Après, il faut donner du sens et mais c'est aussi, demander aux autres d'avoir beaucoup de courage et Oui. souvent, ils se révèlent aussi avec beaucoup de courage, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se transformer, à acquérir d'autres compétences et à investir de leur temps. Mais ça, c'est important et je pense que c'est pareil dans le sport, c'est évident. Quand tu es un réceptionneur, attaquant poste 4 et que tu réceptionnes pas bien, bon, bah, tu es obligé d'aller chercher quelqu'un qui réceptionne. Parce que sinon c'est le collectif Oui, qui, oui. Mais finalement, c'est des choses, c'est des choses qu'on perçoit complètement dans le sport de haut niveau, tu vois? Enfin, je veux dire, on est tous supporters d'une équipe ou d'une autre et on a tous dit à un moment, mais l'arrière droit, ou voilà. l'ailière ou Mmh. l'ailier et cetera. Bon, on le dit tous quand on regarde du Ouais, sport et en entreprise, hem, on le vit moins bien, c'est ça. et quand tu parles de courage, en fait, hem, moi, je me dis que c'est sans doute un mélange de courage et de lucidité. C'est-à-dire que, parfois il pa et même souvent, c'est probablement mieux si tu ne sens pas que quelqu'un peut, arriver au bon endroit. C'est mieux d'épargner de s'épargner un chemin qui est impossible à prendre, en fait. Exactement. Parce que finalement, on a tous, certaines capacités, on ne peut pas tous tout faire Mmh. et parfois il vaut mieux le Oui et il y savoir a au plein de départ. façons, en fait, de le faire bien. C'est-à-dire que, je parlais d'upskilling, c'est très important et il y a beaucoup de gens qui penseront pas spontanément, par exemple, à développer une compétence pour atteindre un objectif, individuel. Quand on le met dans le cadre d'un objectif collectif, il y a plein de gens qui se disent: «Mais bien sûr, enfin» et puis moi bah, Oui, pourquoi pas moi, finalement? oui, Mais qui oui, s'étaient oui. pas forcément posé la question parce qu'aussi on leur a fait pas, amener Ouvert la voie. voilà, cette vision-là et donc c'est enfin moi, dans la majorité des cas, donc voilà, c'est une grande, grande majorité des cas, les collaborateurs sont hyper fiers de faire partie de ce grand projet et de se dire: «Bah, écoute, ouais, j'ai pas les compétences, celles-ci précisément et oui, je veux bien investir de mon temps à faire une formation, me développer pour pouvoir apporter ça à l'équipe». Mais évidemment, c'est sûr que, il y a des enfin, il faut expliquer le grand pourquoi et qu'est-ce que chacun peut apporter comme on fait dans le sport, hein, tout simplement. Oui, oui. Parfois, le temps en entreprise, on passe cette étape et c'est ça l'erreur. Et en revanche, donc il y a cette partie-là, il y a effectivement le courage de le dire, la lucidité de dire: «Ben, allez, on prend ce pari ensemble et on va le faire». Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas se mettre en danger, et qui vont, plutôt, se dire: «Bah non, moi je sais faire ça et je le fais très, très bien et c'est voilà et c'est ça que je veux faire». Donc à ce Et on peut le moment-là, bah, respecter aussi. il faut respecter aussi et c'est souvent des experts, donc on en a besoin. Mais ça veut dire que, voilà, ils ont leur place, mais pas forcément dans un projet de transformation ou d'innovation. Et aussi, et ça je l'ai vu, dans des grands changements organisationnels, il y a des gens qui ont peur en fait, de dire que c'est trop haut pour eux et qui sont dans une souffrance au travail et ça, moi, c'est mort. Le travail, ça doit être c'est comme le sport. Je veux dire, si tu vas t'entraîner, si tu vas jouer tes matchs, et que c'est dur et que c'est une souffrance, tu peux pas être bon. Dans le travail, c'est pareil et parfois, c'est aussi l'erreur des managers et ça, moi, je parle de courage managérial, c'est de dire à quelqu'un: «En fait, ça sert à rien de le mettre dans un costume trop grand parce il prendra jamais 100 kilos et qui sera jamais Mmh dans le mh. costume. Et en même temps,
là, le manager est pas content, mais parce que, bah, de toute façon, il a pas, juste pas vu que c'était pas, c'était pas adapté. Et le collaborateur Oui, est en souffrance. Et quand on lui dit, écoute, oui, ça va pas être pour toi, mais par contre, j'ai ça, et qui peut paraître moins, comment dire, quand tu parlais de statut, tu vois, il y a, c'est le biais aussi en entreprise, qui peut paraître peut-être moins valorisant, pour le manager, mais qui, en l'occurrence, pour le collaborateur, va dire, mais moi, bien sûr, je merci, c'était trop dur pour moi. Par exemple, là, je l'ai fait il y a pas longtemps, tu vois? J'avais une personne qui, compétente, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, mais qui avait pas toutes les, qui cochait pas toutes les cases, et je voyais que c'était quand même, tu vois, pénible pour elle, mais même si avec, vraiment beaucoup de joie, de gaieté, enfin vraiment investie. Et je lui ai dit: «Écoute, je vais te mettre quelqu'un au-dessus de toi. Finalement, tu vas pas prendre ce job-là. Tu restes là, mais il va y avoir quelqu'un qui c'est, un directeur qui va venir prendre le job là et qui fera les interfaces avec les leaders qui sont un peu tough». Et ben, tout le monde m'a dit: «Mais comment elle va partir?» Je lui ai expliqué que c'était, je pense, un oui, soulagement pour elle. Elle m'a dit: «Mais merci, merci, oui. merci parce que j'en pouvais plus». Et voilà. Ça veut dire que toi, tu es enfin, tu es une manager, avec, je dirais, un panel de skills, de compétences, qui est, qui sont pas uniquement techniques. Ça veut dire que tu as de l'empathie, ça veut dire que tu as Ouais, du ressenti, de aussi sans doute beaucoup d'intuition. Et puis tout ce que tu avais sur le terrain de l'anticipation, ce que tu expliquais tout à l'heure d'être capable de percevoir, avant, les 12 000 trajectoires, les trucs et cetera. Et tout ça, ça doit aussi, être dans ce qui est plus, oui, le ressenti, l'empathie, et qui est une compétence managériale, essentielle en fait aujourd'hui ouais. pour comprendre les dynamiques en fait. Tu as complètement raison, et je pense que, tu vois, là, je peux encore le ramener, au sport. Moi, il m'est arrivé d'être remplaçante, dans des équipes qui étaient, très performantes, heu et pour autant, je savais que j'avais un rôle dans cette équipe-là et j'étais pas titulaire. Et ben, je pense que, tu vois, la personne dont c'est l'exemple que je viens de te donner, mais j'en ai plein d'autres, hein, dans ma carrière, j'en ai beaucoup croisé beaucoup. Hem et ben, ces gens-là, en fait, à partir du moment où ils savent qu'ils ont un rôle, alors ils sont peut-être remplaçants, mais ils ont un rôle important aussi pour que l'équipe gagne, et ils sont contents. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est de se détacher, des statuts, comment on dit? Des rankings et cetera, qu'on peut avoir parfois dans l'entreprise, et pour aller voir quel est quelle est la motivation, tu vois? Ce que chacun a vraiment dans le monde, qu'est-ce qui fait qu'il s'épanouit, en fait. Et on n'a pas tous les mêmes drivers. On n'a pas tous on se donne pas à fond tous pour les mêmes raisons. Et ça, tu as raison. Et c'est typiquement, je pense, une des qualités, enfin, de leadership que j'ai développé dans le sport. Le fait de, tu vois, je te disais tout à l'heure, il y a un moment, moi, je sais qu'à 15 partout, je donnais la balle à une joueuse, à 23 partout quand c'était, ou 23-24 quand c'était balle match, je lui donnais pas. Parce que je sais que voilà, elle Trop de pression. brillait quand il fallait pas, quand il y avait pas de stress absolu, et en revanche, au moment du stress absolu, elle perdait ses moyens, et pour autant, c'était une super joueuse. Et ben là, c'est pareil dans l'entreprise, et c'est vrai que c'est des étapes qui demandent beaucoup d'énergie, de temps, parce que ça veut dire beaucoup observer ces équipes, les faire interagir, voir comment ils évoluent, comment ils se comportent, et puis, les accompagner. Mais honnêtement, tu vois, moi, maintenant, j'ai presque 20 ans de carrière, dans l'entreprise, et je le disais ça il y a pas très longtemps à un journaliste qui me posait la question. De quoi je me rappelle? De toutes ces 20 années, alors je peux te dire, parce que j'ai fait 15 ans de direction financière et de CFO, je me rappelle pas des chiffres. Je me rappelle pas de mon chiffre d'affaires. Par contre, je me rappelle de chaque collaborateur, que j'ai vu grandir, dont je suis super fière. Et il y en a encore maintenant qui m'appellent, tu vois, 15-20 ans après, qui me disent: «Karine, j'ai eu ce job-là», et on n'est plus du tout dans la même boîte, tu vois? «J'ai eu ce Ouais, job-là», et ouais, qui sont hyper fiers de me le dire. Et moi, je suis tellement hyper fière qu'ils me le disent, tu vois? Et je pense que c'est ça, en fait, bien à la sûr. fin de la carrière, à la fin des fins, le chiffre d'affaires, c'est important, la marge, c'est important, bien évidemment, le cours de bourse, c'est très important. Mais en Aussi. tout cas, moi, en tant que personne, ce dont je me souviens, c'est tous ces jeunes. Et c'est pour ça, pour revenir à ta question initiale, que là, je sens que je peux, apporter quelque chose aussi aux sportifs,
pour qu'ils ressentent ça, après leur carrière qui est quand même assez courte, et qui est une deuxième vie à vivre derrière et qu'ils la vivent le mieux possible. Bah, écoute, je pense que enfin, moi, je trouve que notre discussion, elle est hyper intéressante et j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va l'écouter et surtout beaucoup de sportifs, J'espère. de sportives, parce que ça, en fait, toi, tu es l'incarnation d'une trajectoire, mais ce que tu dis, en fait, chacun peut se l'approprier à sa manière Bien et sûr. ça, c'est le plus important. Alors, on pourrait en parler des heures, mais je veux aussi qu'on parle un peu de l'évolution du volley féminin, parce que je pense que c'est quelque chose que tu regardes de près, ça reste ton sport. Hem et aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses, en fait, dans le volley féminin au niveau mondial. Alors d'abord, on a notre équipe de France qui, pour la première fois depuis longtemps, a participé au championnat du monde, l'été dernier, donc ça, c'est super. Mmh, 1 de finaliste, si je me trompe pas, tout à fait. donc une performance magnifique. On sait aussi que nos joueuses ne jouent pas beaucoup en France. Nos stars de l'équipe de France, elles jouent plutôt à l'étranger. On voit qu'aux États-Unis, il y a des ligues professionnelles qui se créent, qui fusionnent, et donc des opportunités de plus en plus importantes pour les meilleurs talents. Comment tu vois ça, toi, à la fois en tant qu'ancienne, championne et enfin, que championne, on reste championne Mmh. et dirigeante, tu vois? Qu'est-ce que tu comment Non, tu non, vois? c'est un très bon point et je pense qu'on n'a pas encore la solution du business model, idéal pour le volley. Heu, En revanche, ce qu'on voit et ça c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une évolution, positive du niveau, une élévation du niveau, de l'équipe de France et donc des joueuses françaises. Hem, on reste quand même beaucoup sur des joueuses, qui ont grandi dans un environnement volley. C'est aussi alors c'est vrai chez les filles, mais c'est aussi vrai chez les garçons. Il y a beaucoup de champions, pas tous, mais quand même C'est des familles. une bonne partie des champions, masculins et féminins, dans le volley qui sont là parce que les papas, les mamans, voilà. Donc c'est un environnement familial souvent, voilà, ou très proche et donc on capitalise sur ça, sur le fait que quand même dans l'ADN, ces jeunes ont vu jouer au volley, ont cette culture, et donc ça on c'est bien. C'est bien, je pense que, la partie, formation, en tout cas pour le volley féminin en France, il faut encore investir. Heu, voilà, je pense on a évolué, mais mon époque par rapport à l'époque de ma fille, il y a pas une grande différence non plus. Donc je pense que là, il faut continuer à investir, même si moi j'ai fait l'INSEP. Bon, les filles sont plus à l'INSEP, elles sont à l'IFBB à Toulouse. Les structures sont quasi identiques, donc ça c'est bien. Il y a une bonne structure autour. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même pour pouvoir en tout cas aujourd'hui pour ces filles-là, heu, avoir accès au plus haut niveau rapidement. C'est compliqué quand elles sortent, des équipes de France U18 notamment, de l'IFBB, de ces centres de formation, de pouvoir jouer, directement en équipe professionnelle, ce qui était, pas mon cas à l'époque. Moi, j'ai tout de suite intégré le Racing Club de Cannes, par exemple, et j'ai beaucoup de copines et d'amis d'époque qui ont pu intégrer des équipes pro, ce qui est plus vraiment le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est pour moi un point d'intention et qui me questionne. Pourquoi? Mmh. Alors pourquoi aussi, il y a le fait que dans les équipes, professionnelles, de volley français, il y a beaucoup d'étrangères, il y a très peu de françaises. Et il y a pas forcément de quota, donc j'ai entendu que ça pouvait changer. Voilà, C'est juste un sujet avoir en une cours. libéro française sur le terrain, je trouve que c'est juste, et ça donne pas trop de chance forcément, aux jeunes joueuses françaises de pouvoir montrer, ce qu'elles veulent faire, même si elles ont l'opportunité avec l'IFBB de jouer entre elles au sein du championnat professionnel. Bon, là, elle manque d'expertise de copines, enfin en tout cas de coéquipières qui ont, de l'expérience, qui seraient plus matures et qui les feraient grandir en même temps. Ça, je pense que, enfin, voilà, moi je pense pas que cette évolution ait fait ses preuves, mais bon, voilà, je fais pas de la politique et je veux pas du tout faire de l'ingérence dans la gouvernance, mais ça me questionne. En revanche, le niveau du championnat français a baissé, les moyens ont baissé, heu, donc ça, c'est pas bien.
Par contre, il y a les niveaux d'autres championnats comme le championnat turc. Bon, l'Italie a toujours été très bon. Ouais. Bon, voilà, de l'Est, on va dire la Turquie principalement, l'Italie, et puis surtout, tu l'as dit, aux États-Unis où il y a je pense, des nouveaux business models qui se mettent en place, notamment avec les ligues professionnelles. Ouais. Ils sont en train encore de chercher je pense voilà comment l'agencer avec la NCAA, hein, comme Mhm. ça peut être entre la NCAA et la WNBA au niveau du basket. Je pense que là il y a un truc à faire. Mais en tout cas ça commence à se structurer. Et là, tu as raison, ça donne des vraies opportunités pour les jeunes joueuses et c'est très bien. Il y a beaucoup de nos jeunes joueuses qui vont faire le college aux États-Unis avec des niveaux de jeu qui sont très intéressants, des salaires malgré tout qui sont aussi intéressants, et Ouais, puis la ouais, ouais. capacité de faire des études en parallèle. Donc ça, clairement, je pense que c'est une vraie chance, moi, que j'ai pas eu à mon époque. Enfin, la réalité, c'est qu'on m'avait proposé d'aller en université américaine, mais c'était très, très nouveau. Je devais avoir 18 ans, 17 ans. Moi, j'ai pas fait l'aventure parce que voilà, il y avait pas encore Internet, ni les téléphones portables et tout ça. Donc, j'avais un peu peur de partir à l'autre bout. C'était Seattle, en plus, au froid, tu vois. Donc, je l'ai pas fait, mais maintenant, je pense que ça, c'est une vraie opportunité pour nos jeunes. Moi, ma fille va partir, et je l'encourage, parce que ça D'accord. permet aussi d'avoir une double carrière. Et Mhm. donc ça revient au point de départ où pas mettre voilà, où on peut À mettre tous s'épanouir dans les œufs le dans le même sport panier. et en même temps préparer son après-carrière. Les ligues professionnelles aux États-Unis moi je les regarde de près, la Love Bee, etc. Ils se structurent, ils ont une capacité marketing, commerciale, et puis aussi d'environnement, hein, professionnel, qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut voir aujourd'hui en Europe, tout simplement. Bah, ils ont fait des levées de fonds énormes, hein. Je Ouais, crois que la LOVB, ils ont levé plus de 140 millions de dollars ou à peu près. Et puis et puis le volley, c'est un sport majeur aux ouais. États-Unis. On avait vu le record à l'université du Oui, le Nebraska Nebraska. avec 93 000, Ouais, 93 000 personnes pour venir voir un match. c'est incroyable. Universitaire. Donc c'est assez extraordinaire. Après, ben, c'est vrai, ben, on va pas résoudre le problème aujourd'hui, mais moi, ce dont j'aurais envie, c'est que nos talents puissent effectivement aller faire l'expérience de la NCAA, parce que pour le coup, on n'a pas vraiment d'équivalent, mais ils puissent revenir ensuite et s'épanouir dans un championnat de France qui soit au plus haut niveau. Et là, Exactement. on a encore besoin de construire et d'investir. Et bon, on voit qu'il y a quelques clubs quand même qui challengent les modèles. On voit VMA, les Exactement. Marianne, enfin, il y en a Mulhouse. quelques-uns Mm, qui mm. Ouais, Exactement. exactement. Je pense qu'il y a quand même cette volonté-là. Le, le, le volleyball masculin maintenant a vraiment gagné ses galons, évidemment, en étant double championne olympique, et on les en remercie. Le volleyball féminin est en retard, mais et était en train de prouver qu'il est parmi les meilleurs finalement niveau du monde, hein, puisque ça a été le Quart de cas au dernier finaliste championnat du et monde, tout à fait. Donc je pense que maintenant, voilà, maintenant il faut arriver à convaincre l'écosystème business que qu'il y a du business à faire autour du volley, qu'il y a des gens qui s'intéressent au volley, que le volleyball féminin est particulièrement beau à regarder, avec des échanges qui sont longs, qui sont aériens. Il y a pas de, enfin, il y a pas de contact violent, physique. C'est quand même c'est un sport qui est différent, et donc qui a son public. Mais c'est vrai qu'il faut que faut lever des fonds, quoi. Il faut que voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est mon sujet aujourd'hui. C'est le manque de capital dans le sport féminin. Donc, je ouais, suis ravie de te l'entendre dire. Tu viens de rentrer au conseil d'administration de l'Alice Mia Foundation, donc qui vient d'adopter une nouvelle identité. Et donc, moi, je dirais que c'est formidable d'avoir une Karina Vass qui s'engage comme ça pour faire bouger les lignes et avec toute ton expérience, toute ton intelligence et toute ton envie.
Et je pense que toi, tu dois être aussi heureuse, en fait, de passer ce cap et de dédier du temps à ça. Exactement. Je pense que c'est important parce que d'abord, j'y crois. Heu, 2, je pense que, personnellement, à vraiment à titre individuel cette fois-ci, je pense en être la preuve que le sport féminin amène, un développement, un enrichissement personnel, et donc voilà, donc ça, déjà, j'y crois. Ensuite, je pense que, bah, d'abord, j'adore ce sport, que je trouve, que magnifique, mais tous les sports, féminins, globalement, sont sous-représentés et je trouve que c'est dommage. De la même façon que les athlètes féminines sont sous-représentées et je trouve que c'est dommage parce que, on se plaint, dans la vie, économique, d'avoir une sous-représentation des dirigeantes femmes. La réalité, c'est que dans le sport, c'est pire. Donc heu, donc le même combat, qu'on mène dans la vie économique, je pense qu'il faut le mener en parallèle, dans la vie sportive qui est un des vecteurs, et on le sait tous, majeurs d'intégration sociale, de développement, de bien-être, donc il y a tellement de vertus, au monde du sport et encore plus pour les femmes, hein, qui on le sait, ou les jeunes filles. On le sait, les jeunes filles, c'est compliqué d'avoir accès, et moi je le sais dans mon métier, à des filières scientifiques, hein. Souvent, on les, même si c'est pas volontaire, elles ont plus des Décourage un difficultés peu. à avoir accès à ces filières-là. Si en plus on leur donne plus de difficultés à avoir accès, au monde du sport, enfin, il reste plus grand-chose, la réalité. Et donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir rejoint, l'association Alice Mia Foundation, parce que je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer, collectivement, pour, la place de la femme globalement dans la société, mais aussi dans le sport où, même si effectivement il y a eu des lois aussi, notamment en 2022, pour en tout cas faciliter et promouvoir la place de la femme dans le milieu sportif, c'est pas le cas. On le voit bien. C'est pas le cas dans les postes décisionnaires, dans les gouvernances. Il faut rafraîchir les gouvernances, il faut penser différemment, et c'est comme tout, hein, il faut penser différemment, partout, et il faut penser différemment, notamment dans les instances de gouvernance en premier, parce que c'est là où ça se décide, et si on met jamais de sang neuf, et ben, on pense tous pareil qu'il y a 50 ans, et dans 50 ans, on pensera pareil qu'il y a 50 ans. Et sauf que le monde autour de nous évolue. Hommes, femmes, peu importe, mais c'est de la même façon. Enfin, quand je parle d'intégration, d'inclusion, évidemment, je parle d'hommes-femmes, mais je parle de globalement intergénérationnel. Ils sont où les jeunes dans les instances de gouvernance? Ou les moitiés jeunes? Mais, mais voilà, ça manque cruellement dans le sport, d'inclusion au sens très large, du terme, Oui. et là encore, je parle pas que d'hommes-femmes, je parle, des gens qui sont, différents. Voilà, ont des parcours différents, tout simplement, qui sont, voilà, intergénérationnels, hommes-femmes, paralympiques, enfin avec un handicap, sans handicap, tout ça, il faut que ce soit pensé, et aujourd'hui, ça l'est beaucoup plus dans le monde d'entrepreneurial que dans le monde du sport, très honnêtement. Mais moi, je trouve ça absolument formidable que tu t'engages là-dessus et avec ton savoir-faire en matière de transformation, je pense que ça sera super utile et j'ai très envie de continuer à discuter avec toi. Mais on arrive au terme du temps de notre podcast et j'ai 2 questions pour toi qui sont nos questions signatures. Alors la première, c'est: quel est ton moment de sport féminin? Et ça peut être un moment de toi ou pas de toi. Alors, en fait, je peux pas être originale. Je suis vraiment navrée. Je Tant pis. je suis vraiment navrée, mon sport signature, c'est le volley, et ma famille est volley. Ma Mes parents faisaient du volley, mon mari fait du volley, je fais du volley, et donc c'est le volley-ball féminin, et notamment mes 2 filles qui jouent, et je suis tous les week-ends dans un gymnase à voir de toute façon du volley-ball féminin. Donc mon moment féminin, c'est le week-end, C'est et c'est le génial. volley. Et ça, c'est fantastique parce que ça, c'est un encouragement à la pratique pour toutes. Voilà. Donc ça, Exactement. moi, j'aime beaucoup. Et, et la deuxième question, c'est: que signifie pour toi le mot coalition, qui est le titre de notre podcast? Alors honnêtement, j'adore, ce mot parce que, on dit beaucoup collectif, on dit beaucoup,
collaboration. Coalition, ça a une double connotation. Il y a le co qui est très important, mais il y a aussi l'allié. Et en fait, une coalition pour moi, c'est quoi? C'est qu'on est tous alliés. Dans le développement du sport féminin, on le fera jamais, par exemple, sans nos co-alliés qui sont les hommes. C'est certain. Si on veut faire bouger les institutions, j'en parlais avant, il faut qu'on soit co-alliés, intergénération. Et ça, j'y tiens. Il faut vraiment qu'on mette de tous horizons et qu'on soit des alliés. Donc coalition, non, je trouve ça très puissant, très fort. Ça veut vraiment dire qu'il y a un mouvement de société, en fait, plus qu'un mouvement collectif. C'est qu'on s'unit tous pour aller ensemble au même endroit. Donc, j'adore ce terme. Bravo pour l'avoir trouvé. Merci beaucoup. Écoute, nous, chez Sport Power, on a très, très envie d'être alliés avec toi et avec Alice Mila Foundation et avec tous ceux qui œuvrent pour changer la donne pour le sport féminin. Il y a tant à faire que je crois qu'il y a la place pour tout le monde Exactement. et on va travailler main dans la main et bâtir cette coalition qui fera bouger les lignes du sport féminin, mais beaucoup plus que ça, de la société, en fait. Exactement. Donc, Et merci Karine, beaucoup. Et moi, je suis à merci. votre disposition. De toute façon, je suis probablement sous-exploitée. Et moi, je suis à Ne disposition t'inquiète pas. de tout le monde pour faire bouger les lignes parce que je pense que c'est effectivement au-delà d'un mouvement sportif, c'est un mouvement de société qu'il faut qu'on engage tous ensemble de façon collective et coalliée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine. C'était Coalition, le podcast de Sport Power. Merci de nous avoir écoutés. Et pour suivre toute l'actualité business du sport féminin, abonnez-vous à notre page LinkedIn et à notre newsletter sur le site sportpower.com. Et surtout, rejoignez-nous dans la coalition.